Au micro, Pierre Danlou. Louis Sédéjos vient de vous présenter la cour d'honneur et le palais de l'Élysée. Je vais maintenant vous parler de ce 5e conseil exécutif de la communauté qui s'est ouvert à 15h15 hier, jeudi 10 septembre, à Paris. La France, la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et Madagascar étaient évidemment représentés à ce conseil exécutif. La première phrase prononcée par le général de Gaulle, président de ce conseil exécutif et de la communauté, était la suivante: « Messieurs, la 5e session du conseil de la communauté est ouverte. » 22 chefs de gouvernement et ministres des États de la communauté étaient présents. Présentez. Stop. Chaque chef de gouvernement arrivant à l'Élysée était salué successivement par 2 gardes républicains à cheval de part et d'autre du grand portail de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Puis, dans la cour d'honneur, un détachement de la garde républicaine à pied présentait les armes, tandis qu'une musique jouait, comme vous l'entendez en ce moment, au chant. Passant ensuite entre une double haie de cavaliers de la garde, sabre au clair, massés sur le perron principal, ainsi que dans le grand vestibule, les chefs des gouvernements étaient entrés dans le salon Murat, où ils avaient été accueillis par M. Jeannot, secrétaire général de la communauté. C'est ainsi que nous avons vu successivement M. Hubert Maga, M. Dako, M. Mokta Ouldada, M. Michel Debré, M. Modibo Keïta, M. Amaï Diori, M. Tombalbaye, M. Fulbert Youlou, M. Tsiran, M. Mamamoudia, M. Léomba, M. Yameogo, et le dernier entré était M. Oufouette-Boigny. Une foule assez considérable de badauds parisiens était massée en face du palais de l'Élysée pour assister à cette cérémonie et qui se reproduit à chaque réunion du conseil exécutif. Mais ce conseil exécutif a été assez surprenant. Surprenant parce que nous n'avons pu avoir aucun renseignement. Tous les renseignements que nous pourrons vous donner sont des renseignements secrets. Secret, et je m'entends en prononçant ce mot. Secret car aucun participant de ce conseil exécutif n'a voulu nous confier quelque chose. Mais voici ces déclarations. Et ces déclarations, croyez-moi, nous les avons tous attendues. Mes camarades de la presse filmée, de la presse radiophonique, de tous les postes qui existent de langue française, nous les avons attendus. Dans la salle de presse de l'Élysée, nous avons attendu longtemps, jusqu'à 19h15, et voici ce qu'à 19h15, hier soir, nous avons pu recueillir. Monsieur Modibo Keïta. Eh bien, demain, nous continuons nos travaux. Vous savez que les débats du Conseil exécutif doivent être entourés du secret des confidences. Et demain, le secrétaire général vous lira le communiqué final. Ici Pierre Danlou qui vous parle de Paris. Ce matin avait lieu à l'Élysée la seconde réunion du 5e conseil exécutif de la communauté. À 9h30, les portes du salon des ambassadeurs se sont refermées sur les premiers ministres des États membres. Elles ne devaient se rouvrir que vers 13h pour permettre aux 41 personnalités d'assister au déjeuner offert par le général de Gaulle dans la grande salle des fêtes. À 14h30, tous les ministres et le président de la communauté se retrouvaient dans le calme du parc de l'Élysée où plus de 100 photographes, caméramans et journalistes prenaient clichés et notes. À 14h45, M. Jeannot, secrétaire général de la communauté, donnait lecture à la presse du communiqué final de cette 5e session du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif de la communauté s'est réuni au palais de l'Élysée les 10 et 11 septembre 1959
sous la présidence du général de Gaulle, président de la communauté. Le Conseil a examiné les conditions de participation des États d'Afrique et de Madagascar à l'effort commun de défense. Les principes d'une participation accrue ont été arrêtés, en ce qui concerne notamment l'incorporation dans les forces armées, la formation des cadres militaires et le fonctionnement des comités de défense dans les États. Le Conseil a entendu d'autre part une communication du ministre des Armées relative aux modalités techniques des expériences atomiques au Sahara. L'organisation des formations spéciales du Conseil d'État et de la Cour de cassation, destinée à assurer le contrôle de la justice, a été examinée. Après un exposé du ministre des Affaires étrangères sur la situation internationale, le président de la communauté et le Premier ministre de la République française ont mis le Conseil exécutif au courant des conversations qu'ils ont eues avec le président des États-Unis. Le Conseil a examiné le texte du règlement adopté par le Sénat de la communauté. Il a estimé que quelques dispositions de ce règlement pourront être mises au point au regard de la Constitution. Le Conseil a entendu un exposé du ministre d'État chargé de l'aide et de la coopération. Il a été décidé que l'aide de la République française aux autres États de la communauté s'inscrira à l'avenir dans un plan d'ensemble arrêté en Conseil exécutif à partir des plans établis par chacun des États. Sur rapport du Premier ministre de la République française, il a été décidé qu'un comité étudiera le problème de la nationalité. Il devra proposer une solution permettant de concilier l'affirmation de la personnalité des États et la volonté d'assurer la cohésion de la communauté. La possibilité de nationalité distincte de la nationalité commune a été évoquée. Le Conseil a procédé à un large échange de vues sur l'avenir de la communauté. Il a entendu notamment les exposés du président de la République malgache, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, du président du Conseil de la République soudanaise, du président du Conseil de la République du Sénégal et du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Le général de Gaulle, ayant souligné le caractère évolutif de la communauté, a d'autre part marqué que son évolution dépendait des progrès accomplis dans le développement de la structure des États. Le Conseil a entendu les communications du président du gouvernement de la République centrafricaine, du Premier ministre de la République du Dahomey, du ministre des Postes et Télécommunications et du ministre de l'Éducation nationale. À cette occasion, les mesures propres à faciliter l'admission des ressortissants des États africains et malgaches dans les grandes écoles et les établissements techniques supérieurs de la République française ont été arrêtés. La constitution de la communauté permet toutes les formes d'évolution, depuis l'intégration à la République française comme département d'outre-mer jusqu'au statut d'État associé et même jusqu'à la sécession. Par conséquent, le Conseil exécutif en a longuement délibéré et toutes les possibilités ont été évoquées. Et nous avons eu, en ce qui nous concerne au Mali, la Fédération du Mali, concrètement le Soudan et le Sénégal, nous avons eu à préciser notre volonté d'user de cette faculté d'évolution. Et vous avez reçu satisfaction? Eh bien, le Conseil exécutif ne peut pas, en ce domaine, donner une réponse nette. Elle ne peut qu'enregistrer la déclaration. Il appartient aux intéressés d'engager les procédures nécessaires. Encore une question, Monsieur le Président. Que pensez-vous de cette déclaration du journal anglais Manchester Guardian qui dit que vous avez tous été formés à l'école française au point d'être devenus des juristes et de traiter ce problème de la communauté en particulier du point de vue essentiellement juridique? Je crois qu'il a un peu raison et d'ailleurs nous devons tous le reconnaître. Nous sommes tous imprégnés de la culture française et nous avons été, que nous le veuillons ou non, profondément marqués par cette culture. Au point d'être devenus essentiellement des juristes. Et des juristes, mais néanmoins, des juristes tenant beaucoup compte quand même du cartésianisme français.
Le Conseil exécutif a clos ses travaux vendredi à 13h. 3 questions importantes avaient tenu en haleine l'opinion publique. Les explosions atomiques au Sahara, le problème algérien, l'évolution de la communauté. Le ministre des Armées, M. Guillaume, qui depuis plus de 2 ans se penchait sur les questions atomiques, a fait un exposé démontrant qu'à l'exemple des explosions atomiques américaines et anglaises, celle de la bombe française ne présentera aucun danger pour les populations parce que, d'une part, les poussières radioactives seront moins nocives que la radioactivité naturelle du Soleil et de la Terre, et d'autre part, l'expérience sera réalisée dans une région inhabitée. C'était, il faut le reconnaître, assez convaincant, mais néanmoins, au nom du Soudan, j'ai fait des réserves. Le Conseil exécutif, à la quasi-unanimité et non à l'unanimité, a donc décidé l'explosion atomique au Sahara. Je ne pouvais, chef du gouvernement d'un État saharien, donner mon accord, engager ma responsabilité, car on ne sait jamais. J'ai donc donné mon accord pour l'explosion de la bombe atomique française, mais j'ai exprimé mon désaccord pour l'explosion au Sahara. Ma position est claire. En dépit de la confusion volontairement créée par certains organes d'information, le président de la communauté définira le 16 septembre ses intentions sur le problème algérien. Les Algériens auront à se déterminer en face de l'éventail de possibilités de statut qu'il leur offrira. Notre concours lui sera acquis pour qu'une solution pacifique soit enfin trouvée à bref délai au drame algérien. La 3e question a été débattue sans passion. Chacun, clairement, honnêtement, a exprimé son opinion. Je tiens à préciser à nouveau que le Conseil exécutif n'a aucune compétence pour statuer souverainement sur la confédération ou la fédération, ni décider de l'accession d'un État de la communauté à l'indépendance. Il ne peut que prendre acte d'une décision d'un État, de jouir de sa souveraineté internationale. La procédure d'accession à cette souveraineté dépendant de l'État intéressé et de la République française. Le président Mamadou Dia et moi-même avons donc présenté notre thèse et informé le Conseil exécutif de la décision de la Fédération du Mali, comprenant les républiques du Sénégal et du Soudan, de faire usage de leur droit à l'indépendance dans le cadre d'une association confédérale avec la France, et que les dirigeants du Mali prendront les contacts nécessaires pour atteindre l'objectif qui leur a été fixé par le Congrès du Parti de la Fédération africaine. Au cours de l'entrevue que le général de Gaulle a bien voulu m'accorder, j'ai eu à indiquer d'une manière précise la procédure pour l'accession à cette indépendance, le transfert de compétences et, en cas d'échec, le référendum. Cette dernière solution étant la mauvaise, car pouvant se dérouler dans la passion et provoquer un éloignement de la France que nous ne souhaitons nullement. Notre décision est donc enregistrée. À vous maintenant, Maliennes et Maliens, de mesurer l'ampleur de vos responsabilités dans le succès ou l'échec des démarches que nous aurons à entreprendre. Pas de perte de temps pour liquider les éléments de division et de diversion. Popularisons les résolutions du Congrès. Organisons-nous pour que, s'il nous fallait, par suite de l'échec de nos démarches, ce que nous ne souhaitons nullement, aborder un référendum, que nous nous présentions aux urnes comme un seul homme. Mais j'ai bon espoir. La sagesse triomphera aussi bien au Mali qu'en France. Monsieur le Président Modibo Keïta est devant notre micro et nous allons lui demander d'adresser un message à la population camerounaise. Au seuil de l'année 1960 et à l'occasion de l'indépendance du Cameroun, j'adresse à ce jeune État et
à toute la population mes vœux les meilleurs, avec le fervent espoir que le gouvernement et les responsables actuels arriveront à réaliser l'unité au Cameroun. Monsieur le Président, je sais que vous avez envoyé un télégramme au général de Gaulle, président de la République française et président de la communauté. C'est un télégramme personnel, mais je voudrais vous demander, Monsieur le Président, d'adresser vos vœux à l'ensemble de la communauté. Oui, ce message, ce télégramme plutôt que j'ai adressé au président de la République française et de la communauté, s'adressait à travers le général de Gaulle à toute la communauté, et je souhaite par conséquent que l'année 1960 soit une année de bonheur, d'entente et de prospérité pour toute la communauté. Monsieur le Président, est-ce que l'entretien que vous venez d'avoir avec le président de la communauté, le général de Gaulle, vous permet d'envisager une reconstitution de la Fédération du Mali dans sa forme juridique première? Je préfère ne pas répondre à cette question et laisser l'avenir répondre pour moi. Avec plus de précision, Monsieur le Président, êtes-vous satisfait de l'entretien que vous venez d'avoir avec le général de Gaulle? Ah, je suis absolument satisfait des entretiens que nous venons d'avoir. Avez-vous accepté la médiation qui vous a été proposée par le général de Gaulle dans le différend qui vous oppose au gouvernant de la République du Sénégal? Et ce matin, j'ai répondu que nous sommes prêts à accepter toutes les médiations. Pensez-vous qu'il existe encore une possibilité de rapprochement au sein du Mali? Mais les possibilités peuvent toujours exister si, de part et d'autre, il y a la volonté de les chercher. Vous venez de dire, Monsieur le Président, que vous acceptiez toutes les offres de médiation. Est-ce que celle du président Houphouët-Boigny, vous la considérez également comme possible dans cette affaire? Nous accepterons toutes les médiations d'où qu'elles viennent. Voulez vous poser une dernière question, Monsieur le Président? Une délégation de la République soudanaise, le président de l'Assemblée et le ministre du Commerce doit se rendre, ou s'est déjà, je crois, rendu auprès du gouvernement de la République du Niger. Pouvez-vous nous dévoiler le but de cette mission? Je fais une mise au point, ce n'est pas auprès de la République du Niger, c'est auprès de la République de Côte d'Ivoire, la République du Ghana, la République de Libéria, la République de Guinée et la République de Haute-Volta. Pour une prise de contact, parce que vous savez, les grandes puissances nous donnent l'exemple et nos pays qui viennent d'accéder à la souveraineté internationale se doivent de profiter de l'exemple qui leur est offert. Quelles sont les instructions, Monsieur le Président, que vous comptez donner à votre délégation qui doit se rendre auprès des Nations Unies? Mais ces instructions ont trait évidemment aux problèmes qui intéressent le Mali et le Soudan. Concernant la prorogation des accords franco-maliens, est-ce qu'il en a été question au cours de votre entretien avec le général de Gaulle? Et non, mais en principe, on ne s'entretient qu'autour de questions qui sont posées ou bien qui se posent. Or, les accords franco-maliens subsistent et continuent à être appliqués et nous avons estimé qu'il était inutile de les évoquer. Mais d'abord, il y a un premier problème, c'est que le Mali doit continuer. Alors, pour les perspectives d'avenir, ça dépendra des autres États africains. Oui, mais comment envisagez-vous de reconstituer réellement les organes institutionnels du Mali? Et non, il ne s'agit pas de reconstitution. On reconstitue ce qui a été détruit. Pour nous, si tous les députés fédéraux étaient libres, l'Assemblée siégerait. Et si certains ministres n'étaient pas séquestrés chez eux, le gouvernement aurait eu plus que le quorum normal. Par conséquent, nous estimons que le temps fera les choses dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire que le Mali, qui est une réalité juridique et politique, continue sa voie. Pouvez-vous d'ores et déjà nous préciser jusqu'à quand va durer votre séjour à Paris? Je rentrerai au Soudan par le premier avion. Et vous n'aurez pas d'autre entretien avec le général de Gaulle? Eh bien, il a tellement d'occupations que je ne voudrais pas le déranger, puisque nous avons fait un large tour d'horizon de tous les problèmes qui m'ont amené à Paris.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Ici, le Palais de l'Élysée à Paris, radiodiffusion d'outre-mer, au micro, Francis Perret.